Bonjour et bienvenue dans De cœur et d'études, un balado sur la motivation et l'engagement universitaire réalisé en collaboration avec les professionnels du soutien à l'apprentissage de l'UDM. Je m'appelle Florence Lily Akoulina et je vous invite à me suivre dans cette quête pour mener une vie riche et épanouie dans ses études. Dans ce troisième épisode, nous entrons dans le cœur du sujet et abordons l'enjeu fort de notre balado, l'engagement. Nous allons notamment discuter des facteurs favorisants et nuisants à l'engagement chez les étudiants et étudiantes à l'université. Et pour ce faire, je recevrai une étudiante en médecine très engagée au sein de la communauté universitaire, Éolie Delisle, et une doctorante en sciences de l'éducation qui compte parmi ses spécialisations l'engagement étudiant, Sophie Dominé. Mais avant d'entamer cette discussion, j'ai demandé à la psychologue au Centre étudiant de soutien à la réussite de l'UDM, Mylène Hazel, de définir l'engagement. L'engagement dans les études, ça fait référence au degré d'investissement qu'un ou une étudiante va consacrer à ses activités d'apprentissage. Ça va se mesurer en termes d'efforts concrets et vraiment d'actions observables. Un étudiant très engagé, par exemple, on va le voir faire des lectures entre les cours, on va peut-être le voir tenter de s'approprier la matière en passant par des synthèses, des schémas, peut-être une planification appropriée, des questions qui seront posées en classe ou aux collègues. Un étudiant un peu moins engagé, on risque de le voir un petit peu plus se défiler, fournir peut-être un peu moins d'efforts concrets. Alors, aussi, j'aurais envie d'insister sur le fait que le réel défi de l'engagement, c'est son maintien dans le temps. Souvent, les étudiants me disent « J'adore mon programme, je me sens hyper motivée, j'attaque la session avec plein d'énergie, je suis dans l'action, mais au fil de la session, je deviens de plus en plus fatiguée, stressée. Donc, inévitablement, il va falloir développer un paquet de compétences périphériques, j'ai envie de dire, des habitudes ou simplement un mode de vie qui vont nous aider à composer avec la charge de travail que les études représentent. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie parce que je suis en studio avec deux personnes qui ont à cœur l'engagement dans les études. Je vais commencer avec toi, Sophie Dominé. Tu es doctorante en sciences de l'éducation et tu comptes parmi tes spécialisations l'engagement étudiant, notamment. Ta thèse porte en partie sur l'éducation inclusive. On y reviendra bientôt. Et tu es toi-même très engagée au sein de la communauté étudiante, notamment en tant que chargée de cours où tu utilises justement une approche inclusive avec tes étudiants et en tant que père aidante pour aider à l'engagement et à la réussite de la communauté étudiante. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et on est également en compagnie de l'étudiante en médecine, Éolie Delisle. Et toi aussi, tu es une étudiante très, très engagée. Tu portes beaucoup de chapeaux, Éolie, vice-présidente de la Fédération médicale en étudiante du Québec, cofondatrice du comité d'enseignement par les pairs pour les étudiants en médecine, présidente de l'Association of Women Surgeons de l'UDM et ancienne capitaine de l'équipe de golf des Carabins. Wow, ça fait beaucoup. Alors, merci à toi aussi d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, c'est super apprécié. Ensemble, on va aborder la thématique de l'engagement étudiant à la fois d'un point de vue plus théorique, si je peux me permettre, avec toi, Sophie, et d'un point de vue peut-être plus personnel avec toi, Éolie, qui va pouvoir nous parler de ton expérience en tant qu'étudiante très engagée, justement, au sein de la communauté universitaire. Je vais d'abord commencer avec toi, Sophie. Je mentionnais plutôt l'approche inclusive. C'est quoi exactement une approche inclusive et comment est-ce qu'elle peut favoriser l'engagement étudiant? L'approche inclusive, c'est vraiment dans l'idée de prendre en compte les besoins des élèves, quels que soient ces besoins. C'est pas juste les besoins particuliers, les difficultés, c'est vraiment l'ensemble des besoins. C'est-à-dire, moi, je me spécialise dans l'appartenance, la compétence, l'autonomie, par exemple, mais ça peut être une variété de besoins. Et à partir de ces besoins-là, de chaque étudiant, l'idée, c'est d'aller pouvoir trouver des moyens et des façons de faire l'enseignement pour favoriser la satisfaction de ces besoins-là. Et donc, pour favoriser, en fait, finalement, valoriser la diversité des élèves et les amener tous vers... pas forcément la réussite scolaire, comme on peut l'entendre avec les bonnes notes, etc., mais en tout cas, un progrès, puis la réussite aussi éducative, notamment chez les plus jeunes. Donc, ce que ça veut dire, c'est au final, c'est que le personnel enseignant a un impact direct sur l'engagement des étudiants. C'est bien ça? Tout à fait. Il y a dans toutes nos pratiques, en tant que chargé de cours, même les personnes qui sont autour de nous, de soutien, l'administration même par exemple, on peut avoir des choses, mettre en place des pratiques, comme on appelle, pour favoriser justement l'engagement et puis l'envie, en fait. L'engagement, c'est ça, c'est l'envie, la motivation d'être à l'école, enfin, du coup, à l'université, et puis de faire des progrès, et puis d'aller vers son diplôme, ou en tout cas de découvrir un peu qu'est-ce
qu'est-ce qui nous intéresse finalement. Bien justement, la prochaine question, ce serait qu'est-ce que les membres du personnel enseignant à l'université peuvent faire pour favoriser l'engagement étudiant? Toi, je sais que tu utilises justement une approche inclusive. Tu m'expliquais que tu donnes l'option à tes étudiants de choisir leur modalité d'évaluation. Ça, c'est un exemple. Tout à fait. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Le premier qui vient en tête, c'est la flexibilité. C'est important de pouvoir prendre en compte justement ce que veulent les étudiants aussi, dans le sens où aujourd'hui, c'est un peu ce principe-là de on peut discuter avec l'étudiant, c'est pas le professeur qui sait tout et qui fait tout, comme on a en tête des fois dans certaines cultures encore aujourd'hui. Je viens de la France, je peux me permettre de dire ça. Mais il y a cette idée de pouvoir discuter, négocier avec les élèves, les étudiants, ce qu'ils veulent et ce qu'elles veulent comme modalité justement d'examen. Je sais que par exemple, dans mes cours, puis avec les autres chargés de cours avec qui je travaille, on est en collaboration aussi. Ça fait partie des pratiques inclusives. La collaboration entre chargés de cours, pouvoir discuter et essayer d'améliorer nos pratiques au fur et à mesure. Je reviens en modalité, je m'écarte, mais par exemple, c'est de proposer, au lieu de partir simplement sur un texte écrit, un travail final, où on écrit 2000 mots, puis on s'arrête là, c'est de laisser le choix de, est-ce que vous voulez faire une présentation orale, une présentation PowerPoint avec narré, des vidéos. Moi, j'ai déjà eu une vidéo d'une future enseignante qui me présentait son portrait de classe, du coup, c'est ce qu'on leur demande, sous une forme de tableau, comme si elle donnait un cours sur sa classe elle-même, pour me présenter comment étaient ses élèves dans sa classe et qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour eux. Donc, c'est vraiment cette flexibilité-là. Puis, encore une fois, cette négociation. Donc, je ne force aucun étudiant, aucune étudiante à choisir, à faire une modalité spécifique. Je leur laisse le choix. Et je pense que c'est vraiment un des moyens principaux, à la fois des pratiques inclusives, mais aussi pour favoriser l'engagement, c'est d'avoir ce choix-là dans ce qu'on peut faire en tant que travail final. Puis aussi, tout au long de l'année, c'est négocier. Est-ce que vous préférez travailler en groupe? Est-ce que vous préférez travailler en duo, travailler seul? Avoir cette flexibilité possible, en fait, et pas forcément imposer tout le temps toujours la même chose aux étudiants. Bien, en fait, pour me concentrer sur l'expérience étudiante, justement, comment les étudiants vivent ça, je vais me tourner vers toi, Éolie. Donc, toi-même, en tant qu'étudiante très engagée, est-ce que certaines approches chez le personnel enseignant qui ont favorisé cet engagement-là, qui ont contribué? Mais absolument. Puis, juste avant de répondre à la question, je voudrais juste rebondir un peu sur ce qu'elle a dit. Absolument. Je trouve que c'est super bien de donner la chance aux étudiants de comme un peu aller libre cours à leur créativité puis choisir vraiment qu'est-ce qui les allume. Puis je pense que c'est comme ça qu'on arrive à mettre non seulement notre couleur dans un projet, mais aussi peut-être l'amener encore plus loin que qu'est-ce qu'on aurait fait peut-être dans une manière peut-être plus imposée. Parce que là, c'est vraiment, on y va avec quelque chose qui nous passionne, qu'est-ce qu'on aime, puis peut-être que ça va amener juste plus loin l'engagement des étudiants. Fait que je trouve ça super bien. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, félicitations. Merci. Puis pour revenir à la question, c'est sûr que je me suis pas engagée comme ça par moi-même. Je pense que j'ai eu des super bons modèles. Puis vraiment, tout au long de ma vie, là, si on veut, j'ai commencé à m'impliquer lorsque j'étais même au secondaire. Peut-être, oui, il y avait une grande force intrinsèque en moi, une grande motivation de justement aller rejoindre des comités pour non seulement me faire des amis, me faire des futurs collègues, puis aussi rencontrer des mentors, puis aussi développer mes capacités là, de gérer des projets ou de pouvoir travailler en équipe. Bref, c'est toutes des choses qu'on développe avec le travail, dans le fond, de comité ou de s'engager. Mais je dirais qu'en médecine, parce que je parle justement d'expérience personnelle, je trouve qu'on a vraiment des professeurs puis des mentors qui sont engagés et engageants. On est vraiment choyés parce que non seulement il y a plusieurs opportunités qu'on peut prendre en médecine parce qu'il y a tellement de choses dans lesquelles on peut s'impliquer, que ce soit des événements sociaux, dans du bénévolat ou même sportif ou même académique, si on veut. Puis à chaque fois, on va toujours trouver des médecins qui sont super motivants, qui sont super engagés dans chacun de ces domaines-là, puis qui vont nous amener plus loin aussi. Donc, si je parle par expérience, un des comités que j'ai eu justement la chance de faire, c'est le comité d'enseignement par les pairs, qui était vraiment un super succès, là, puis vraiment, on permettait de donner des ateliers sur plusieurs formes là, aux étudiants en médecine pour vraiment mieux se préparer pour aller à l'externat. À chaque fois, on était vraiment mentorés par des médecins, puis par des chirurgiens, des résidents. Puis pour en nommer un précisément, on a le Dr Deneau, là, qui était vraiment un grand mentor là, pour surtout le cours d'échographie. Il est un super bon professeur. On voit qu'il a vraiment ça à cœur, puis clairement, les étudiants ont grandement appris avec lui. Donc, pour ça, c'est sûr que ça m'a donné la piqûre ensuite de l'enseignement, puis j'ai voulu poursuivre ça. Puis c'est une des raisons après pourquoi j'ai décidé d'aller avec l'association of Women Surgeons, parce que le but pour nous, c'est vraiment de inspirer, éduquer, mentorer. Puis avec ça, on a créé une super grosse communauté, en fait, solidaire de femmes en médecine, donc des chirurgiennes, des résidentes qui prennent sous leurs ailes des étudiantes en médecine qui ont un intérêt en chirurgie. Puis on fait des activités, puis les chirurgiennes et les résidentes qui ont des horaires déjà tellement chargés, elles se rendent
rendre disponibles pour nous. Ouais. Fait qu'elles vont animer des journal clubs, elles vont venir à des soirées 5 à 7, elles vont venir faire des présentations sur le leadership au féminin dans un congrès national de recherche. Donc, on est super choyés. Puis je pense que c'est de voir ces femmes-là, de voir tous ces médecins-là qui sont super engagés, ça nous donne aussi la piqûre de continuer, puis on voit l'impact que ça peut avoir. Donc, ça a été un point tournant pour moi, là, définitivement. Pour faire du pouce à ce que tu dis, c'est ce que montre la recherche aussi, c'est que quand l'enseignant est engagé dans ce qu'il fait, qu'il est authentique, qu'il aime ce qu'il fait, qu'il le montre, qu'il ose le montrer aussi, parce que des fois, ça peut être aussi un peu impressionnant d'aller dire « oui, bah, moi, j'aime vraiment ce que je fais », puis on peut avoir cette idée que les étudiants vont peut-être juger, mais quand on montre en tout cas cet engagement, c'est quelque chose qui est vraiment efficace pour aussi engager les étudiants à la suite. Donc, je pense qu'on a la preuve ici avec toi, mais c'est vraiment un moyen d'engagement pour les étudiants, de montrer qu'on a envie, de montrer qu'on aime ce qu'on fait. Servir de modèle, finalement, Exactement. pour les étudiants. Mais oui. On voit décidément là, que les professeurs ont eu un impact, mais en tant qu'étudiante, moi aussi, je veux vraiment te poser la question, qu'est-ce qui te pousse à être aussi engagée dans tes études? Et moi, je dirais vraiment qu'à la base, c'est quelque chose que j'aime faire, mais vraiment beaucoup. Ouais. Puis je suis vraiment une personne un peu hyperactive, si on veut. Là. Donc, pour moi, je carbure au projet. Grâce à tous les projets que j'ai été capable de mener et de faire avec les équipes incroyables de qui je me suis entourée, je pense que ça m'a rendu juste une personne avec plus de compétences dans mon sac, puis plus d'outils. Puis maintenant, je me sens comme prête. Il n'y a pas grand-chose qui va comme m'impressionner pour certains trucs que j'ai déjà été capable de réaliser, puisque maintenant, j'ai des repères, puis j'ai des amis à qui je peux poser des questions. C'est sûr que maintenant, je suis plus portée à aller vers des choses, justement, que je n'ai pas encore eu la chance de faire, parce que comme ça me permet de me développer encore plus comme personne. Mais je dirais que c'est vraiment ça. Fait que toutes les capacités qu'on est capable d'acquérir avec ça, puis aussi, mais vraiment beaucoup, là, c'est d'avoir des amis. Te faire des amis quand tu t'impliques, c'est le fun parce que tu te nourris de personnes qui ont la même motivation que toi, qui sont tout autant motivées. Puis c'est motivant d'être avec ces gens-là. Puis au final, quasiment tous les comités dans lesquels j'ai été, on se fait encore des soupers entre amis, puis on se voit encore. Puis, tu sais, on a des beaux souvenirs parce qu'on a été un peu traumatisés là, par comme les événements qu'on a faits, puis par toutes les heures qu'on a mis là-dedans. Fait que, tu sais, c'est des super beaux souvenirs que je vais garder pour toujours. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais faire du pouce. Tu es l'exemple parfait de ma recherche. Dans le sens où on parle des besoins, donc appartenance, c'est-à-dire être en relation avec les autres. Donc, je pense que c'est ce qui motive là beaucoup. Le fait d'être compétent, de se sentir capable de faire les choses, pour que ça rentre là-dedans aussi. Puis le fait d'être autonome, de pouvoir faire ses propres choix pour avoir, du coup, aussi à la fois dans les cours, mais aussi dans ce qu'on peut faire à côté de l'école. Il y a aussi, du coup, un peu comme une boucle, en fait. Quand on cherche à satisfaire nos besoins, on s'engage pour aller satisfaire ces besoins-là. Donc, ça motive à s'engager, ça fait en sorte qu'on est motivé à faire des choses. Et donc, forcément, on va continuer à faire ces choses-là puisqu'on se rend compte que ça va satisfaire nos besoins. Mais du coup, à l'inverse aussi, l'engagement va satisfaire les besoins. Donc, ça fait vraiment une boucle dans ce sens-là. Si on connaît ce dont on a besoin et si on va essayer de faire des choses pour mettre en place... si on va mettre en place des choses pour satisfaire ces besoins-là, on va pouvoir s'engager et inversement, l'engagement va satisfaire ces besoins. Donc, c'est vraiment une boucle un peu vertueuse, un cercle vertueux. Du coup, c'est vraiment l'exemple de ça et c'est prouvé dans la recherche aussi. Mais merci. c'est ce qui est prouvé dans la recherche, c'est vraiment ce cercle vertueux-là. Les besoins satisfont l'engagement satisfait les besoins. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher aussi, donc à la fois en tant qu'étudiant, la preuve est là, mais aussi qu'on peut permettre de stimuler en tant que chargé de cours et puis en tant que personne autour des étudiants pour justement laisser un environnement où ces besoins-là peuvent être satisfaits, où les étudiants peuvent s'engager. Puis je pense que l'université est quand même un exemple parlant de ça. Oui. On a beaucoup d'associations où on peut s'engager. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le campus, que ce soit dans différents domaines, je pense au niveau des femmes chirurgiennes, mais aussi dans d'autres domaines qui n'ont pas forcément en lien avec directement notre parcours d'études. On peut vraiment aller s'éparpiller puis découvrir de nouvelles choses. Donc c'est vraiment quelque chose que peut favoriser aussi l'engagement plus au niveau systémique, institutionnel là-dessus, d'avoir ce choix-là de possibilités. En fait, ça rejoint complètement ma prochaine question. C'était pour toi, Sophie. Je voulais parler des facteurs qui favorisaient l'engagement. Donc, on en a déjà mentionné, mais de manière plus générale aussi, peut-être pour faire une petite récapitulation aussi, c'est quoi les facteurs autant externes qu'internes qui peuvent favoriser l'engagement chez les étudiants? Il faut déjà parler d'engagement, forcément, on va parler de motivation. C'est souvent mélangé, même dans la recherche, il y a des chercheurs qui ne sont pas d'accord sur la motivation, c'est différent que l'engagement, puis d'autres qui vont dire la motivation, c'est la même chose que l'engagement. La motivation, c'est un peu l'antécédent, c'est-à-dire qu'est-ce qui va
qu'est-ce qui va stimuler à aller s'engager dans des tâches, dans des activités. Donc, j'ai envie de parler forcément de motivation en premier lieu. Et puis, il y a 2 formes de motivation. Il y a la motivation qu'on a appelée externe, extrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui va être un peu poussée parce qu'on attend une récompense ou parce qu'on a peur d'une punition, au contraire. C'est ce qu'on voit souvent plutôt à l'école, plus jeune, avec c'est ma bête noire, les systèmes d'émulation. Où, par exemple, on va dire, tiens, tu as un bon comportement, tu as un bon point, tu as un mauvais comportement, tu as un mauvais point. Ça, c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. L'élève va voir ce genre de choses et puis va choisir ses comportements en fonction de ce qu'il peut gagner. Arrivé à l'adolescence, et puis ça se développe encore plus, arrivé à l'université, enfin au cégep, université, c'est ce qu'on appelle, on développe la motivation intrinsèque, interne à nous-mêmes. C'est des choses qui vont vraiment nous intéresser, nous motiver, parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie de découvrir, parce que pour X raisons, ça peut avoir... Vraiment, là, c'est très vaste, les raisons de cette motivation-là. Et c'est ce qui va nous pousser, en fait, c'est ce qui se développe, et c'est ce qui va nous pousser à faire des choix dans nos vies, dans lesquels on va pouvoir s'engager. La difficulté, c'est de faire ce passage-là de la motivation extrinsèque qui est quand même très, très enfantine, entre guillemets, dans le sens où un enfant veut faire plaisir à l'adulte, c'est à ses parents en premier, puis après ses maîtresses, etc., ses enseignants. Mais puis après, petit à petit, arrivé à l'adolescence, comme je disais, ça se développe vers la motivation intrinsèque. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de distance, des fois prise aussi, avec même arrivé au cégep, il y a des étudiants qui ont déjà cette mise en distance par rapport à l'adulte parce qu'il faut qu'ils découvrent cette motivation intrinsèque-là. Puis c'est d'aller découvrir et puis faire des choix, puis être OK de se tromper. Je trouve ça important pour l'engagement, de se dire, je vais m'engager dans cette tâche-là. Si je me trompe, c'est OK. Dans le sens, j'aurais découvert des choses sur moi-même, j'aurais découvert des choses que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Puis au moins, je me serais rendu compte que cette chose-là n'était pas quelque chose qui me plaisait. Donc c'est aussi cette flexibilité envers soi-même qui peut permettre de s'engager, dans le sens où c'est une découverte de soi, n'importe quel engagement, n'importe quelle expérience. Donc je pense que c'est de la motivation, puis la flexibilité envers soi-même, la bienveillance, j'ai envie de dire aussi. Parce que comme je disais, le fait de faire des choix et puis de se rendre compte que ce n'est pas les bons choix pour nous, c'est correct, dans le sens où aujourd'hui, on a pu, comme il y a... J'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais il y a 50, 60 ans, on faisait un choix, puis c'était la carrière pour le reste de nos jours. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Il y a tellement de façons de travailler différentes. Et je pense que c'est ça, l'engagement, c'est trouver les choses qui nous animent. C'est pas... c'est ça. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui nous motive? Je pense que quand on entend parler, Éolie, on voit que tu es animée par ce que tu vis et par tes choix d'action, de vie, d'activité. Donc, c'est vraiment choisir ça et aller essayer de continuer là-dedans. C'est sûr que des fois, on n'a pas le choix. Il faut aussi faire des choses où on n'a pas forcément envie, on n'est pas forcément motivé. Ce qu'on conseille en général aux étudiants dans ce cas-là, c'est de prendre un peu un pas de recul et de se rendre compte de la big picture, l'aspect plus large de pourquoi est-ce que je fais cette tâche-là dans mon parcours professionnel, parcours de vie, dans mes choix, et comment il s'intègre à ce parcours-là. Et du coup, ça permet de passer le cap d'un moment difficile. Par exemple, quand je suis arrivée ici au Québec, c'était de la lecture scientifique, qui était compliqué, surtout la lecture scientifique en anglais, et puis j'arrivais vraiment pas à me concentrer, j'avais vraiment de la difficulté à ça. Puis justement, on parle de soutien, je pense au soutien aussi aux orthopédagogues qui m'ont vraiment, que j'ai pu contacter, qui m'ont soutenu là-dedans, on a beaucoup discuté, puis on a découvert qu'en fait, si je prenais ce recul de j'ai un texte à lire qui fait 10 pages, je n'ai pas envie de le lire, je lis une page, j'ai envie de tout balancer, qu'est-ce que je fais de ça? Je prends un pas de recul, je me rends compte que ce texte-là, en fait, il s'intègre dans mon parcours. Ce texte-là est important pour que je comprenne, imaginons c'est un texte sur l'éducation inclusive, que je comprenne qu'est-ce que ces auteurs pensent là. Et puis peut-être que dans ce texte-là, je trouve des nouvelles idées pour aller voir ailleurs, pour aller explorer un peu plus profondément, pour aller m'enrichir, en fait, finalement, dans mon parcours, moi, je veux améliorer l'école pour les adolescents. Comment ça nous sert, finalement, Exactement. nous, en tant qu'individus. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des facteurs qui, au contraire, peuvent nuire ou qui peuvent engendrer des difficultés au niveau de l'engagement? Puis comment est-ce que ça se manifesterait concrètement, des difficultés à s'engager au niveau des étudiants? Une des difficultés, c'est justement le manque de réussite. Ça peut arriver des fois, un cours, une tâche, on se rend compte que ça ne marche pas. C'est sûr que tout de suite, pourquoi j'ai fait tous ces efforts-là un peu pour rien? Je n'ai pas la réussite qui correspond à le degré de mon engagement. Donc ça peut être un facteur très rapidement embêtant et puis très limitant sur les futurs engagements. D'où vient la bienveillance dont j'ai parlé tout à l'heure. Les tâches qu'on fait et qu'on ne réussit pas, ce ne sont pas parce qu'on a raté quelque chose en nous, c'est juste la tâche qu'on a ratée. Dans le sens, ce n'est pas un jugement de valeur sur nous-mêmes, c'est un jugement sur
ce qu'on a fait, ce qu'on a produit. Donc, ça n'a pas de rapport. Donc, je pense qu'il faut garder ça, cette bienveillance envers soi-même. C'est pas une note, par exemple, je peux parler de ça. Une note dans un cours, c'est pas un jugement de valeur sur nous, c'est juste un jugement de valeur sur le travail qu'on a produit à un temps T. Peut-être que dans un autre moment de l'année ou dans une autre mentalité, on aurait produit un meilleur travail que ça. Donc, c'est vraiment cette bienveillance-là et cette flexibilité encore avec soi-même qui est important. Puis tu parlais des manifestations de l'engagement, ça va rapidement être des personnes où en fait, on se met un peu au retrait, puis on justifie le manque d'engagement sur les autres. J'ai pas la possibilité de, j'ai pas trouvé quoi faire. Ces choses comme ça peut être des manifestations justement d'un manque d'engagement. Après, le manque d'engagement en soi, c'est pas tant un problème, c'est pourquoi est-ce que ce manque d'engagement existe là. Donc c'est ça qui est aussi intéressant à aller chercher. On parlait de la motivation tout à l'heure. La motivation ne suffit pas à s'engager, malheureusement. Pour s'engager, il faut aussi beaucoup de disciplline. C'est un mot qu'on n'aime pas entendre. C'est important d'en parler. Mais c'est important d'en parler. Pour être surtout, réaliste. arrivé études supérieures, maîtrise, doctorat, on est beaucoup en rédaction, beaucoup plus seul dans sa rédaction. La motivation elle-même ne marchera pas pour finir une thèse ou un mémoire, on se le dit tout de suite. La discipline ici est importante. La discipline, quand j'entends discipline, c'est pas se punir et gérer les comportements de la discipline. C'est pas du tout ça. La discipline, c'est se donner des buts ou des règles un petit peu qu'on se donne soi-même et on s'engage envers soi-même à les respecter. Si c'est pas respecté, c'est correct. On revient vers la bienveillance et la flexibilité envers soi-même. Mais c'est donner un peu un cadre en fait soi-même pour pouvoir continuer à s'engager dans nos tâches, à continuer à faire des activités qui nous plaisent, même si ça nous plaît pas trop tout le temps, pour encore une fois la big picture, où est-ce que ça s'insère dans mon parcours et quel sens je donne à cette tâche-là. Ça permet aussi des fois de faire un peu de tri, dans le sens où on va se rendre compte que des tâches dans lesquelles je m'étais engagée, en fait c'est plus trop aujourd'hui quelque chose qui me convient, soit dans mon parcours personnel, soit dans mon parcours plus large, professionnel ou même de vie. Donc, c'est correct d'arrêter ces tâches-là. Puis j'avais aussi une autre question de relance au niveau des manifestations, justement, des difficultés au niveau de l'engagement. Est-ce qu'on pourrait dire que la procrastination en fait partie? Alors, c'est particulier la procrastination, parce qu'elle peut avoir encore plein de raisons. Oui, c'est vrai. C'est pas nécessairement le manque d'engagement. C'est pas nécessairement un manque d'engagement. Procrastination, ça peut être très bien de l'anxiété de performance. Ça peut aussi être de la fatigue. Dans le sens où, si on a une semaine complète chargée, où on fait 35, 40, 45 heures, 60 heures quand on est vraiment à travailler sur nos études, forcément, la procrastination, parce qu'on n'a pas assez dormi la nuit d'avant, la procrastination, elle arrive dans le sens où on n'a juste plus l'énergie de le faire. Petite méthode, on a une méthode qui s'appelle STOP. Donc STOP, je m'arrête. Le premier, le S, je m'arrête, je fais un stop. Je m'arrête vraiment, je prends du temps, je me rends compte que je suis en train de procrastiner, j'arrête tout ce que je fais. Le T, c'est, en anglais, du coup, ça va être la réflexion. Pourquoi est-ce que je suis en train de procrastiner là tout de suite ? De réfléchir à est-ce que c'est parce que du coup je manque vraiment de sommeil ? Est-ce que c'est des choses comme ça ? Et donc, le haut, on va aller observer un peu plus en profondeur ces raisons-là, d'où ça vient. C'est un peu encore, on rentre un peu dans l'introspection à ce moment-là. Et puis, le P, si on le traduit, ça va être le pratique, dans le sens où, à partir du moment où on a observé, qu'on a découvert nos raisons de pourquoi on procrastinait, on va mettre des actions en place. Si c'est juste parce qu'on a de la difficulté à s'engager, à être motivé pour une tâche, dans ce cas-là, on conseille par exemple de commencer en 10-15 minutes une tâche qu'on avait prévu de faire ce jour-là. On commence une tâche 10-15 minutes. En fait, on parle de just do it. Et pendant longtemps, il y avait ce mème qui passait beaucoup. En fait, la procrastination, le meilleur moyen de la contrecarrer, c'est just start it. Juste commencer une tâche. Ouais. D'où l'intérêt de commencer une tâche 10-15 minutes et de réévaluer après ces 10-15 minutes où est-ce que j'en suis. En fait, je vais me tourner vers toi, Yoli, parce que là, je veux te demander ton expérience personnelle. Donc, même en tant qu'étudiante très engagée, j'imagine que tu as eu justement t'en parlais un petit peu tantôt, des difficultés à surmonter. Donc, c'est ça. C'est quoi? Ça ressemble à quoi pour toi, ces difficultés-là? Et comment tu fais pour les surmonter au final? Mais en fait, je trouve que il n'y a pas
une fois que tu t'engages que ça va toujours être parfait. Ça, c'est sûr à 100%. Puis je trouvais ça super intéressant, Sophie, quand tu disais tantôt que, il faut être quand même doux avec soi-même, puis savoir que les échecs, on va en avoir. Puis moi, justement, c'est ça. Moi, on dirait que je me dis, c'est une école. Quand on s'engage dans un projet ou dans un comité, on sait qu'on va peut-être pas réussir super bien toutes les tâches, mais au moins, on va apprendre à travers tout ça. Puis à la fin, on va peut-être se sentir beaucoup plus compétent pour le refaire une prochaine fois. Puis on va avoir les meilleurs schèmes de pensée, puis aller chercher les bonnes personnes pour s'aider à surmonter ça dans le futur. Fait que ça, c'est sûr que ça m'est arrivé. Puis l'autre aspect aussi de je me sens un peu débordée, puis là, je vais peut-être segmenter mon travail pour faire quelque chose que j'aime un peu moins ou que je trouve qui prend un peu plus de temps parce que je suis moins à l'aise avec ça. Puis là, après ça, je me récompense avec une pause, une marche, aller faire du sport ou même faire juste un autre travail que j'aime un peu plus. Aller au cinéma ou peut-être faire un autre engagement que je trouve qui va beaucoup plus vite pour moi parce que c'est un petit peu plus inné, si on veut, puis c'est peut-être quelque chose qui est plus facile ou que j'ai l'habitude de faire. Donc, de vraiment le compartimenter, moi, ça a vraiment été quelque chose qui a comme changé ma vision de l'engagement. Là. Puis définitivement, c'est sûr que l'organisation, je pense que c'est comme une des plus grandes clés. Moi, j'ai été chanceuse depuis que je suis jeune. Je suis quand même vraiment organisée. Puis je pense que je remercie beaucoup, en fait, le sport compétitif parce que ça m'a vraiment permis de comme savoir quand mettre mes priorités, c'est quoi qui est attendu à quel moment, puis vraiment faire un agenda, puis être capable justement de prendre un peu de recul, puis regarder, puis me dire, OK, dans ma semaine, je dois accomplir ça, puis c'est tel jour que je me donne ça, je me donne une pause, ensuite, je vais aller faire telle rencontre et tout ça. Donc, ça, je pense que ça a vraiment été très aidant, puis définitivement moins anxiogène. Donc, le fait de juste se prendre peut-être une heure là, pour bien se faire un organigramme ou bien s'organiser dans la semaine, on dirait que ça nous enlève un poids des épaules, puis on a vraiment on a notre ligne directrice, là. Puis on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on se met aussi des buts réalisables, là, idéalement. Donc, puis c'est sûr que si jamais on n'est pas capable de le terminer, bien, on essaie de le remettre dans l'horaire une autre journée subséquente. Puis aussi, un autre point que je trouve qui est important, c'est de souligner les réussites. Donc, souvent, on a tendance à juste... Vraiment. On a tendance à juste comme aller d'un projet à un autre projet, puis là, merci, on s'en va ailleurs, puis tout ça. Mais c'est le fun de aussi juste se prendre un moment d'arrêt quand on a réussi quelque chose, on a gagné un prix ou quoi que ce soit, on a réussi un bel événement, on a pris des belles photos, juste de s'asseoir, soit par soi-même ou avec comme les gens avec qui tu as fait le projet, puis de se dire, hey, on a réalisé ça, là, comme le réalisez-vous, là, comme c'est fou, là, on était capable de... C'est gratifiant. Exactement, c'est gratifiant, puis c'est beau de voir ça, puis après ça, d'avoir les réactions aussi des personnes avec qui tu le fais, ça peut t'amener une autre perspective. Fait que ça a été un autre point aussi qui m'a aidé des fois à me rebooster un petit peu là, avant d'entreprendre le prochain projet. Puis si je peux me permettre, vite fait, c'est aussi un moyen très, très efficace de déjouer le syndrome de l'imposteur. Je sais que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais de faire une pause sur ces réussites et de se rendre compte des commentaires des autres par rapport à ces réussites-là permet vraiment aussi de déjouer le syndrome de l'imposteur parce qu'on a une preuve, en fait, qu'on est capable de faire les choses. C'est ça. C'était juste cette petite aparté-là. C'était super intéressant. Puis un autre point aussi, je trouve, c'est d'être capable de s'entourer des bonnes personnes. Donc, autant dans notre vie personnelle que dans les gens avec qui on va s'engager, être capable de vraiment leur mentionner dans quoi je m'engage, pourquoi je le fais, puis voici à quoi vous attendre. Fait que, par exemple, je m'engage dans, exemple, l'association Women Surgeon, puis je me dis, à chaque mercredi, on a une rencontre de comité. Bien, c'est bien de le dire à la famille ou de le dire aux copains pour comme ça, on a déjà la base. On sait que le mercredi soir, de telle heure à telle heure, je ne suis pas nécessairement disponible, mais c'est déjà entendu. Fait que comme ça te permet de moins culpabiliser si tu ne peux pas être présent. Puis l'autre personne ne va pas non plus te faire, va pas organiser des choses à ce moment-là, puis là, ça va créer moins une tension. Aussi. Exactement, moins stressé. Donc, juste le fait d'être vraiment honnête sur toute la ligne, dire dans quoi on s'engage, puis ça va être quoi l'engagement, le nombre de temps et tout ça. Je pense que ça peut vraiment te sentir moins stressé, justement, mais aussi soutenu. Donc, ça, c'est un autre bon point, je trouvais. Ben moi, ça fait le tour de mes questions. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci aussi, Éoli. Merci beaucoup. Et on vous dit à la prochaine. C'était le 3e épisode du balado de Cœur et d'études. Dans le prochain épisode, nous allons aborder l'importance du sentiment d'appartenance chez les étudiants à l'université. C'est un rendez-vous.